Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine. Dans la revue de presse de ce mardi 21 juillet, je vous propose de revenir tout d'abord sur un différend territorial vieux de plusieurs décennies entre la France et le Vanuatu. Nous irons ensuite un peu plus à l'est dans l'archipel des Tonga où le gouvernement a récemment annoncé un plan national visant à faciliter la réintégration de ses ressortissants expulsés de l'étranger, principalement des États-Unis, d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Et nous reviendrons également sur le rapatriement de restes humains d'autochtones de l'île de Pâques, qui étaient jusqu'ici conservés au musée australien à Sydney. Et enfin, nous finirons ce petit tour de l'Asie-Pacifique au Timor oriental, où une vaste opération de police a conduit au démantèlement de centres d'escroquerie et à l'arrestation de 350 ressortissants chinois, indonésiens ou encore cambodgiens. Le Vanuatu veut porter son différend territorial avec la France au sujet des îlots Matthew et Hunter devant la justice internationale. Ces deux petites îles inhabitées à l'est de la Nouvelle-Calédonie et au sud-sud-est du Vanuatu ont été occupées en 1965 par le Royaume-Uni qui les a rattachées au condominium des Nouvelles-Hébrides, actuel Vanuatu, qui de 1906 à 1980 était une colonie franco-britannique. Dans la décennie qui a suivi, des négociations entre Londres et Paris ont donné lieu au rattachement de ces deux îlots à la Nouvelle-Calédonie et à sa zone économique exclusive en 1976. Le contentieux qui existe aujourd'hui date de 3 ans après l'indépendance du Vanuatu, déclarée en 1980, qui revendique une appartenance coutumière ancienne des deux îles. L'enjeu n'est pas tellement les îlots eux-mêmes, mais les droits maritimes qu'ils confèrent à leurs propriétaires. Les îles Matthew et Hunter sont en effet pour la France des points d'appui essentiels pour la délimitation de la zone économique exclusive de la Nouvelle-Calédonie et leur perte priverait ainsi la France de près de 350 000 km² d'espace maritime riche en ressources halieutiques et stratégiques. Sans compter la crainte que leur perte mène à de nouvelles contestations, y compris dans des territoires ultramarins. Lors d'une réponse à la question d'un sénateur français publiée le 11 décembre 2025, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français a reconnu que le contentieux, je cite, « créait des incertitudes juridiques problématiques qui affectent les activités de pêche et de recherche scientifique dans la zone, par exemple ». Cité par le média néo-zélandais Radio New Zealand ainsi que dans le quotidien Vanuatu Daily Post, le vice-premier ministre du Vanuatu, Johnny Koanapo, a déclaré que les négociations menées avec la médiation de l'Australie en 2018 puis avec celle du Royaume-Uni en 2019 avaient été des échecs et qu'il restait au Vanuatu de poursuivre les autres options juridiques disponibles en droit international auprès de la Cour internationale de justice, la CIJ, ou par le biais d'un autre arbitrage. Le vice-premier ministre a parlé d'impasse, de discussions intenses et a qualifié la revendication historique de la France sur les îles, faite sans la consultation du peuple autochtone Aneitium du Vanuatu, d'insultes faites par la France. Le directeur intérimaire du département des frontières océaniques et maritimes du Vanuatu, Tony Tevi, a quant à lui qualifié l'attitude de la France dans les discussions bilatérales, je cite, de tentative non surprenante d'affirmer son pouvoir colonial. Le gouvernement des Tonga a lancé une politique nationale de réintégration de ses ressortissants revenant au pays après avoir été expulsés de pays étrangers. Selon les estimations, plus d'1 millier de Tongiens ont été expulsés, principalement des États-Unis, d'Australie et de Nouvelle-Zélande, depuis les années 90, souvent après avoir passé des décennies à l'étranger et après une ou plusieurs condamnations pénales, deux facteurs qui rendent difficile leur réintégration dans l'archipel, où ces personnes n'ont parfois plus aucun lien avec la communauté. Le gouvernement a présenté sa nouvelle politique mercredi dernier, après 1 an de préparation et de collaboration entre différentes agences gouvernementales, églises, ONG et des personnes expulsées qui sont les premières concernées par ce plan.
Le média australien ABC News cite une certaine Katrina Mau-Fatiaki, membre de l'ONG Dare to Dream, qui a été fondée par 5 de ces personnes revenues au Tonga après de longues années d'absence, pour aider leurs compatriotes à s'adapter, à apprendre ou réapprendre la culture et la langue locale, ou encore à trouver un travail. Elle explique que sur les plus de 1000 personnes expulsées et revenues au Tonga depuis 2000, environ 628 l'ont été suite à des condamnations pénales et sont des hommes âgés entre 25 et 30 ans. Dans le passé, le manque d'opportunités professionnelles et de services de soutien ont mené à de forts taux de récidive, une tendance que le gouvernement tongien veut inverser en tentant de mobiliser l'ensemble de la société. Le musée australien à Sydney a restitué mercredi dernier des restes humains d'autochtones de Rapa Nui, non autochtones de l'île de Pâques, 143 ans après que ces derniers ont été embarqués par l'équipage d'une expédition navale européenne menée en 1882. Une cérémonie a été organisée pour officialiser le retour de ces restes humains issus de la profanation d'un site funéraire sacré de l'île lors de l'expédition. Les restes de 17 personnes et un échantillon de cheveux ont ensuite fait l'objet d'une acquisition par le musée australien en 1883. Des documents de transfert de propriété ont été signés lors de cette cérémonie qui s'est faite en présence d'une délégation de Rapa Nui qui a le statut de territoire spécial du Chili qui a annexé l'île en 1888. Le média australien ABC cite la directrice du musée, Kim McKay, qui a déclaré, je cite, « offrir au nom du musée ses plus plates excuses » et a déploré, je cite encore, « l'influence du colonialisme qui a conduit l'expédition et le musée à considérer des ancêtres autochtones comme des objets d'étude plutôt que comme des hommes ». La directrice a aussi reconnu, je cite, que l'institution avait participé à l'achat de restes humains en les enlevant sans aucun consentement à leur lieu de repos, qui n'aurait jamais dû être dérangé. ABC précise que le processus de restitution a pris 2 ans et s'est fait en dialogue entre l'équipe du musée chargé du Pacifique et des descendants du peuple autochtone de Rapa Nui. Le média indique également que la restitution s'est faite en l'absence de loi australienne obligeant les institutions telles que les musées à restituer les restes humains, notant que la pratique en Australie repose plutôt sur des actes volontaires et des accords bilatéraux. Le Timor oriental, petit État de 15 000 km² qui a obtenu son indépendance de l'Indonésie en 2002, émerge depuis plusieurs mois comme un nouveau repère pour des réseaux criminels opérant des centres d'escroquerie en ligne en Asie du Sud-Est. La police locale a indiqué la semaine dernière avoir mené des opérations pour démanteler 3 centres hautement sécurisés, menant à l'arrestation de 253 personnes en l'espace d'une semaine, auxquelles s'ajoutent d'autres personnes arrêtées lors d'une autre détente de police fin juin, portant ainsi le total des personnes arrêtées à 314 en 3 semaines. La police a précisé que la majorité des personnes arrêtées étaient des ressortissants chinois et indonésiens soupçonnés de blanchiment d'argent, d'associations de malfaiteurs et de paris en ligne illégaux, arrivés dans le pays avec des visas touristiques. Certains accusés ont déjà été présentés devant un tribunal de Dili lundi et mardi dernier. Environ une 50aine n'avaient pas de passeport, ce qui suggère, selon les autorités, la possibilité qu'il y ait parmi les employés de ces centres des victimes de travail forcé et ou de trafic humain. Les autorités ont indiqué que les centres en question visaient des victimes à l'étranger avec des techniques bien rodées et sophistiquées. Des ordinateurs portables, des milliers de cartes SIM et plusieurs unités Starlink utilisées pour augmenter le débit d'Internet ont été saisis lors des descentes de police. Par ailleurs, certains des centres étaient situés dans de grandes maisons résidentielles ou des bureaux loués à des propriétaires locaux à qui il avait été déclaré par exemple que les bureaux étaient utilisés par une entreprise chinoise pour travailler à la construction d'un nouveau centre de conférence à Dili, la capitale du Timor oriental. Le secrétaire d'État aux communications du pays, Expedito Diaz Jiménez, a déclaré que son pays ne tolérerait pas l'utilisation de son territoire national pour des activités criminelles transnationales. Notons que l'émergence du pays comme nouvelle base de ces réseaux criminels d'escroquerie s'inscrit dans un contexte régional et économique plus vaste où ces réseaux déjà bien implantés au Cambodge notamment subissent une pression croissante de la part des autorités malgré une efficacité dont les limites ont été dénoncées par les gouvernements étrangers et par les associations. Les réseaux cherchent donc à se redéployer dans des pays disposant d'une législation relativement souple en matière de cybersécurité, mais pas seulement.
Un rapport publié par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime sur la menace du crime organisé en Asie du Sud-Est et dans le Pacifique en septembre 2025 alertait déjà sur l'infiltration des investissements directs étrangers de nature criminelle dans les pays qui disposent de juridictions vulnérables en prenant justement l'exemple du Timor oriental. Le rapport indique que les réseaux criminels cherchent à étendre leurs opérations dans des juridictions peu expérimentées en matière de gestion des crimes de ce type. Ces réseaux utilisent par ailleurs des sociétés écrans, des services professionnels et des multiples passeports pour éviter d'être repérés, le tout avec un cadre apparemment légitime d'investissement qui témoigne, toujours selon le rapport, de la résilience et de l'adaptabilité de ces organisations et du risque qu'elles représentent pour les économies émergentes. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.